Alors, le plaisir de vous proposer une petite promenade dans les fonds privés et collections iconographiques conservées ici même, aux archives départementales du Val d'Oise. On va donc parler essentiellement d'archives privées. La conservation de ces archives privées, c'est une singularité dans les services d'archives, dont la mission principale réside dans la conservation des archives publiques. Pour autant, cette mission dédiée aux archives privées va mobiliser tous les moyens traditionnels dévoués au traitement des archives, à la mise à disposition publique, à la valorisation, etc. etc. Nous allons donc voir que ces archives privées sont tout aussi riches et variées dans leur forme, dans leur provenance, dans leur contenu, que les archives publiques, voire même plus. Nous allons voir ensemble que nous allons définir ensemble ce que sont les archives privées, en cheminant à travers les fonds et à travers les collections. On va probablement avoir l'impression d'être un peu dans un labyrinthe, mais on va s'en sortir. L'idée, c'est de vous donner un aperçu des trésors, de l'intérêt pour les chercheurs, pour les publics, qu'ils soient universitaires ou étudiants, qu'ils soient amateurs, collectionneurs ou auteurs en recherche d'informations, que ce soit le public scolaire ou les simples curieux. Bref, tous ces publics qui, nous l'espérons, seront tentés, comme vous, de franchir, à l'issue de cette conférence, de franchir les portes de la salle de lecture que certains connaissent déjà. Voilà, parce que moi je les connais, mais après peut-être que vous avez tous été lecteurs de la salle de lecture. Voilà, donc en guise en préambule, quelques définitions autour de la notion d'archives. Les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support, documents produits ou reçus par toute personne, physique ou morale, dans l'exercice de ses activités. Définition très large. Les archives privées se distinguent de cette définition par défaut. En fait, les archives privées sont tous les documents qui, par négation, qui ne procèdent pas de l'activité de l'État, des collectivités publiques, des établissements et entreprises publiques, des organismes chargés de gestion de services publics, etc., etc. Bref, les archives privées sont ce qui ne rentre pas dans le champ public. Ce sont des archives dont le producteur, une notion fondamentale sur laquelle on va revenir très souvent, dont le producteur n'est pas un acteur public. Elles émanent donc forcément, ces archives privées, d'un organisme de droit privé. Par exemple, les associations, mais aussi les familles, les syndicats, les partis politiques, les organisations religieuses dans le cadre de l'organisation religieuse en France en tout cas, etc., etc. On va revenir là-dessus bien évidemment. Alors, un deuxième point, les archives privées sont autant des fonds d'archives que des documents isolés. Par fonds d'archives, on entend un ensemble cohérent, organique, produit par une même entité, par un même organisme. Il y a quelque chose de vivant dans ces concepts. Cet organisme peut être donc une famille, une entreprise, etc., etc. Les archives conservent ici environ 115 fonds, même 120, on est arrivé à 120 là, cette semaine, 120 fonds privés, soit presque environ 1 km de documents. 1 km linéaire, vous savez, en archive, on raisonne en métrage linéaire. 1 km linéaire d'archives privées pour un total de 26 ou 27 km linéaires au total. Vous voyez, donc vraiment une toute petite proportion dans la masse des archives publiques conservées au département. Outre les fonds, les archives privées peuvent aussi concerner des documents isolés, des pièces isolées, qui peuvent être... alors on en compte environ 900, 900 références. Ça peut être une lettre autographe signée par une personnalité, un titre de propriété, une médaille, un registre, etc. etc. Ça foisonne dans toutes les typologies documentaires. À ces fonds privés, à ces pièces écrites, isolées, il faut ajouter évidemment les documents iconographiques qu'on va compter par milliers ici et qui sont rassemblés dans une soixantaine d'ensembles cohérents, ensembles qui peuvent être soit des fonds organiques, soit des collections
ensemble factice constitué par des collectionneurs, par des amateurs, selon les logiques qui leur sont propres. On y reviendra aussi. Enfin, un dernier point sur la présentation générale. Tous les types de supports sont concernés. Les archives papier, bien évidemment, mais aussi les archives électroniques, des bases de données, des fichiers bureautiques, des fichiers Word, par exemple. Et puis, pour les documents iconographiques, eh bien, les tirages papier, les négatifs, les plaques de verre, les diapositives, et puis évidemment des films, des documents audiovisuels. On va également évoquer ce type de support en fin de conférence. Voilà. Alors, une brève évocation des modalités d'entrée dans les collections. Comment rentrent les archives privées? Parce que les archives publiques, c'est très simple, hein, c'est la loi qui impose en fait aux administrations productrices de verser leurs archives selon des règles préétablies par toute une réglementation archivistique. Pour les archives privées, il n'en est rien. Tout est basé sur la volonté des parties, à savoir les remettants et les services d'archives qui acceptent de conserver cette documentation. Alors, ici, la politique d'acquisition, comme ça qu'on l'appelle, résulte d'une combinaison de 3 critères de sélection. Tout d'abord, l'intérêt historique, d'un point de vue sociologique, politique, économique, littéraire parfois, bref, mais toujours vu par le prisme du territoire. Il faut que le document concerne, d'une manière ou d'une autre, le département du Val d'Oise. Ensuite, le deuxième critère, c'est la qualité du producteur, la qualité sociologique, qu'il soit personnage historique, une association marquante du département sur une longue durée, ou alors représentative d'un secteur précis d'activité, singulier dans le Val d'Oise, une communauté de population, d'originaires ou communauté professionnelle, etc. Ou encore un document qui peut concerner une petite parcelle d'un territoire, une commune ou un bâtiment, etc., etc. Et enfin, le troisième critère, évidemment, c'est le contexte de production, avec donc la période à laquelle les documents ont été produits, créés, avec une attention toute particulière donnée aux périodes clés que sont les guerres, bien évidemment, les 3 guerres, ou alors les faits historiques marquants, comme par exemple mai 68. Voilà. On va y revenir après, avec des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois que la sélection a été formulée, les documents rentrent dans les collections. Alors, il y a 2 modalités principales ici aux archives départementales, le don et l'achat. Enfin, plutôt l'achat et le don. Il existe d'autres modalités d'entrée, la dation, les legs, les dépôts. Sont des modalités qui ne sont a priori pas utilisées ici, ou tout au moins avec parcimonie. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, l'achat, oui. Il porte principalement sur des documents isolés, donc sur des pièces ou des petits ensembles. Tout un travail de veille s'effectue au quotidien, toute l'année. Veille sur les catalogues de libraires spécialisés, les catalogues de vente aux enchères publiques, sur les sites spécialisés aussi, où vous allez trouver du produit patrimonial écrit, comme par exemple eBay, tout simplement. On achète énormément de cartes postales sur eBay. Voilà. Notre source principale d'approvisionnement en achat, ce sont les ventes aux enchères publiques. On en fait environ 2 ou 3 par mois. En 2023, on a, sur une quarantaine d'achats environ, on a acheté plus de la moitié aux enchères publiques. Voilà. Ça vous donne une idée des niveaux. La participation, enfin les ventes se font principalement en ligne aujourd'hui, grâce évidemment à la technologie, la communication Internet, tout se peut se faire en ligne. Donc on participe aux ventes assis à notre bureau, c'est très pratique. Il peut arriver qu'on assiste à des ventes physiques dans des cas rares, exceptionnels, où la collectivité se doit de tenter une préemption pour pouvoir obtenir un document dont la concurrence est rude pour l'achat. Voilà. Mais c'est très exceptionnel.
La seconde modalité, le don, porte aussi sur des pièces isolées principalement, hein, une carte postale, une médaille, 3 lettres de famille, un jeu de photos de classe, souvenirs des années 50, etc. etc. Mais ça peut aussi être parfois des fonds d'archives, hein, complètement. Donc ça, je vais y revenir aussi. Voilà. Tout récemment, à titre d'exemple, on nous a confié un herbier d'environ 2000, je crois. Non, pas 2000 planches. 750 planches à peu près. Herbier qu'on a récupéré, c'est sur la commune de Saint-Clair-sur-Epte. Donc on était tout contents parce qu'on nous avait vendu ça comme étant un herbier de la flore du Vexin. Donc le parc naturel était sur le fer et tout, c'était un beau projet. Donc on a récupéré cet herbier en don, hein, qui a quand même une certaine valeur puisqu'il a été constitué des années 40 aux années... enfin au moins pendant une trentaine d'années, on va dire. Et puis, à l'issue de l'identification, de l'analyse de son contenu, pour qu'il figure dans un inventaire, hein, c'est notre travail, et bien il s'avérait qu'en fait, sur les 750 planches, une seule planche concernait le Val d'Oise, et même pas le Vexin, puisqu'il s'agissait d'Auvers-sur-Oise. Voilà. Mais au moins, on avait une planche valdoisienne, donc on était rassurés. Voilà. Tout l'investissement a été justifié. Voilà, heureusement, c'était un don et pas un achat, donc on n'a pas de regret. Voilà, bon, c'était une anecdote, hein. C'est une anecdote pour évoquer les pièces isolées, les ensembles isolés. Les dons portent aussi sur des fonds entiers plus conséquents, plus importants, hein. Au total, une dizaine de fonds d'archives ont été confiés aux archives départementales en 2023, ce qui est très important. Et une autre dizaine de fonds sont en état de projet, hein, c'est-à-dire que le transfert va se faire fatalement d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Enfin bref, c'est dans le circuit. Voilà. Alors à titre d'exemple, eh bien, nous avons récupéré les papiers d'un soldat de 14-18 grâce à la générosité d'un des participants ici, là, fait au moins de sa participation active à l'affaire. Voilà, donc les archives, principalement la correspondance d'un poilu entre 1900 oui, mais enfin même avant en fait, puisqu'il part au front 3 ans avant, donc il part en 1910, 1909 et il revient pas chez lui puisqu'il meurt au fond en fait, donc jusqu'en 1918. Voilà. Donc une correspondance quasi quotidienne, des centaines et des centaines de lettres, un véritable trésor documentaire pour qui s'intéresse à la question de la guerre de 14-18, une question très à la mode voici quelques années, mais ce qui n'empêche pas que les dons sur la thématique ne tarissent pas. Voilà. Voilà. Donc les autres types de fonds, évidemment, ça va être le sujet de notre conférence, donc je vais passer là-dessus. Juste un mot pour dire que le don parfois s'organise aussi de manière choisie. Là, je vais évoquer la question des collectes organisées, hein. Il y a quelques années, une collecte nationale autour de 14-18 a été organisée. Vous en avez forcément entendu parler. Ça a très bien fonctionné avec les résultats que l'on sait. Cette année, en 2024, une collecte nationale a été organisée autour de la thématique du sport, évidemment. Et nous y avons participé activement en organisant une collecte auprès des associations, des particuliers, sur les documents liés au sport. D'abord pour nourrir l'exposition qui vous est présentée ici, que vous avez peut-être déjà observé. Et puis ensuite, à titre de conservation définitive, récupérer des fonds d'archives ou des documents isolés, des pièces isolées autour du sport. Évidemment, voilà. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc c'est en guise de longue introduction, ces propos servent en fait à illustrer la variété des provenances. Et maintenant, je vais vous exposer tout cela de manière un peu plus construite, en vous présentant les quelques 150 fonds d'archives conservés ici, aux archives départementales, selon la typologie de leurs producteurs, c'est-à-dire leur profil sociologique. En m'appuyant sur quelques exemples, évidemment, on ne va pas évoquer les 150 fonds conservés ici. Alors, on va commencer par la première catégorie, la plus importante évidemment en nombre et en kilométrage, etc. etc. Il s'agit des archives seigneuriales, domaniales et familiales.
Archives constituées par des producteurs successifs sur plusieurs générations, hein. Donc des familles ou un domaine avec les producteurs, les propriétaires ou les occupants du domaine qui se succèdent génération après génération. Donc le numéro 1, évidemment, c'est... alors, au total, on a environ 35 fonds de ce type ici, hein. Le fonds numéro 1, toutes catégories confondues, c'est celui-ci, le fonds de la Roche-Guyon, que vous connaissez certainement. Il couvre 11 siècles d'histoire, du 10e au 20e siècle. Il mesure 100 mètres linéaires, donc en gros 10% de nos fonds privés en quantité. Comme tous les fonds de seigneurie, on va d'abord y trouver des titres juridiques, des dossiers de procédure, enfin des pièces de procédure judiciaire, des comptes, des plans. Bon, en clair, c'est un chartrier, hein, comme la plupart des fonds domaniaux ou des fonds seigneuriaux. Voilà. Qui permet donc de comprendre la gestion d'un domaine sur presque 10 siècles, hein, ce qui n'est pas rien. Surtout pour une unité, pour une seigneurie qui est quand même pas des moindres. Elle est en constante évolution, hein. Elle démarre au 10e comme une simple châtellenie et puis elle finira duché à la fin de l'Ancien Régime. Elle a été quand même la propriété des plus grandes familles, enfin parmi les plus grandes familles, les plus prestigieuses familles du royaume. Les Duplessis, les La Rochefoucauld, Liancourt, et puis pour terminer les de Rohan. Donc un fonds qui est quand même assez... historiquement assez lourd, et donc son entrée aux archives a été laborieuse. Comme souvent pour les fonds privés d'une telle envergure historique, c'est très compliqué. À partir des années 60, des spécialistes de la conservation nationale se sont rendus compte que ce fonds était en danger matériellement, c'est-à-dire en très mauvais état, parce que mal conservé. Donc une mise sous séquestre a été prononcée pour raisons conservatoires. Et plusieurs années seront nécessaires pour que le chartrier intègre physiquement le dépôt départemental. C'était en 1975 précisément, donc presque 15 ans après. Pour autant, le transfert juridique interviendra seulement 10 ans après, suite à la succession de la propriétaire du château, qui va vendre son domaine à un marchand de biens, et le marchand de biens s'est engagé à donner le chartrier à la collectivité départementale. Voilà. Ainsi, la Roche-Guyon est conservée ici et traitée. Tous les ans, on procède à des achats de pièces isolées pour compléter le fond de la Roche-Guyon. Voilà. Alors, un autre type de fonds familial, celui du fonds de Neuville. Alors très brièvement, celui-ci fait 30 mètres linéaires. Alors c'est aussi un chartrier avec des documents juridiques, etc. Vous avez compris l'idée. C'est aussi un fonds de famille, c'est-à-dire qu'on va trouver les archives des différents membres de la famille, génération après génération. Voilà, hein. Et ainsi, on va trouver les archives de tels individus qui, à un moment donné, se trouvent notables et occupent des fonctions politiques, comme souvent, hein, dans les fonds de famille prestigieuses, comme les fonds de notables. Et dans ces papiers, on va y trouver, outre la correspondance, les photographies, on va y trouver de la documentation. Documents qui n'ont rien à voir avec ni le local, ni avec l'histoire du personnage, mais qui évoquent à un moment donné, qui donnent un goût de la période dans laquelle le personnage a vécu. Et là, vous avez une publicité pour un diorama qui a été donné en visionnage pour les visiteurs de l'exposition universelle de Paris en 1900. Voilà. Alors, il arrive que les fonds de famille, les fonds de seigneurie soient composés de documents avec des typologies très particulières. Je voudrais en évoquer quelques-uns avec vous. Tout d'abord, les terriers, qui sont des documents fonciers. Ici, le terrier de Moussy, de la terre de Moussy, dans le Vexin, qui présente le détail, la liste des possesseurs de terres censives, c'est-à-dire soumises à un droit au bénéfice du seigneur. En l'occurrence, le seigneur ici, c'est le dénommé Pierre-Louis Casimir Duquesnoy de Vaulouis. C'était un officier qui avait sa charge dans le sud-ouest, du côté de Montauban, et qui avait acheté la terre de Moussy dans les années 1740, avec le droit de le faire, par lettre patente royale, de le faire nommer sa nouvelle terre Moussy Duquesnoy.
donc d'y accrocher son propre patronyme. Ce terrier, c'est un document typique de la fin du XVIIIe, enfin du milieu du XVIIIe, à savoir la recension de tous les droits attachés à une terre, à une seigneurie. Nous sommes en pleine réaction seigneuriale, prélude à la deuxième réaction qui sera celle de la Révolution française, à l'inverse de celle-ci. Voilà. Donc, outre le fait de définir les droits attachés à la terre de Moussy, évidemment, ce terrier est une source très utile pour l'histoire des toponymes locaux. Deuxième typologie particulière, les écrits du fort privé. Alors là, on parle de journaux, de journal intime. Voilà. Ici, il s'agit précisément d'un livre de contes d'une famille de la vallée de Montmorency dans les années sous le Second Empire. En l'occurrence, la famille Burte d'Anlay, qui avait acheté une propriété dans cette région qui était devenue un lotissement de loisirs pour les notabilités parisiennes. Et vous avez en fait la liste de toutes les courses qui sont effectuées mensuellement par la famille pour faire tourner la domesticité. Voilà. Donc c'est très précieux pour notamment connaître les usages de la table bourgeoise au XIXe siècle, tout au moins d'une bourgeoisie en villégiature à la campagne. Ce ne sont pas des dîners en ville là, dont il s'agit. Voilà. Alors dans ces différents fonds de famille là qu'on évoque depuis quelque temps, un petit focus particulier à un fonds d'archives privées exclusivement constitué de documents iconographiques, en l'occurrence de photographies. Il s'agit des archives de la famille Coulon, famille installée sur Saint-Gratien, à l'époque où Saint-Gratien se transforme en station de loisirs au bord du lac d'Enghien, en même temps qu'Enghien devient une station de loisirs elle-même. Saint-Gratien, c'est la commune qui a été, j'allais dire vampirisée, mais qui a été colonisée par la princesse Mathilde et par sa cour, ses proches. Et les Coulons en font partie, très clairement. Ils font construire leur villa sur les terres que la princesse Mathilde leur vend. Et tout ceci est largement documenté par les photographies d'Alfred Coulon, qui est un magistrat, qui finira attaché à la Cour de cassation à Paris, donc une sommité du monde judiciaire. Alfred Coulon est également photographe, il est membre de la Société française de photographie, il est ami des plus grands photographes de la place de Paris. Voilà. Et donc il va documenter toute cette vie de la bourgeoisie du Second Empire sur les bords du lac d'Enghien. Voilà. Donc c'est un ensemble très précieux puisque nous sommes dans les années 1850-1860. C'est-à-dire les âges pionniers de la photographie amateur. Voilà. Il va falloir que j'écourte certaines parties parce que je parle trop. Ça va, vous êtes toujours là? C'est bon? Alors, un dernier exemple de fonds de famille plus contemporain, encore que, on va juste se décaler sur 40 ans. La Belle Époque, avec le fonds de la famille Negrini, une famille originaire de Montmagny, donc on est toujours dans la vallée de Montmorency. Une famille issue à la fois de... c'est une famille tout à fait représentative de la classe moyenne, issue à la fois de l'immigration italienne, de la paysannerie d'Île-de-France, et puis de la petite boutique des petites communes de la vallée de Montmorency. Cette famille de Negrini va expérimenter pendant 3 générations l'expérience de l'urbanisation, puisque Montmagny va de simple petit village de campagne devenir partie intégrante de la grande banlieue parisienne. Donc en fait, ces archives nous racontent cette histoire. Elles nous racontent aussi des éléments singuliers, individuels de certains de ces membres de cette famille, comme par exemple l'expérience de guerre d'un des fils qui partira en camp de travail, qui partira volontaire au service du travail obligatoire entre 1943 et 1945 et qui ramènera de son expérience de travailleur forcé un journal intime, encore une fois, dans lequel il va jour après jour consigner son quotidien, ses impressions et puis surtout l'extraordinaire, comme par exemple
les bombardements et l'invasion, la libération de Berlin par les forces soviétiques, etc., etc. Voilà, donc un document exceptionnel, évidemment, qui ressort d'un ensemble qui peut paraître complètement anodin, c'est-à-dire la vie d'une famille de la classe moyenne au XXe siècle. Voilà. Ce fonds comporte aussi un ensemble de plusieurs centaines de photographies que vous voyez ici, donc 4 exemples, voilà, qui nous présentent en fait une mise en scène de Montmagny à la Belle Époque. Voilà. Des documents exceptionnels aussi qui sont mis ou qui vont être très prochainement mis à la disposition du public sur notre site internet. Les fonds de famille, mais les fonds privés d'une manière générale, comportent aussi souvent comportent des correspondances, c'est-à-dire des ensembles épistolaires, des ensembles de lettres qui sont très précieux parce que le contenu, évidemment, aucun document ne remplace est aussi riche en contenu que la correspondance. C'est un point de vue personnel. Ici, un exemple, un petit ensemble qui nous a été confié en don l'année passée. La correspondance de guerre d'une famille de Pontoise qui était conservée dans un grenier depuis 60 ans, voilà, et qui nous a été remis comme ça. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On découvre la vie de la famille qui est complètement bouleversée par la drôle de guerre, et puis ensuite par l'invasion allemande à partir de juin 1940. Voilà. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les archives, panorama sur les archives familiales de manière générale. On descend d'un cran avec les archives non plus d'une famille ou d'un groupe familial, mais les archives d'un individu. Un exemple, le fonds du docteur Louis Sanlec, donc une personnalité de la région, hein, maire de l'Isle-Adam, mais aussi médecin, et surtout médecin au front pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc on a environ 400 photographies qui ont été prises par ce médecin et qui viennent documenter la vie des hôpitaux dont il avait la charge au front, sur la région de Nancy. Voilà. L'actualité, c'est qu'on a récupéré un autre ensemble, là tout récemment, un ensemble en don, encore une fois, un ensemble de lettres de correspondance du savant, oui c'est un savant, du chimiste Eugène Turpin. Peut-être que ce nom évoque quelque chose pour vous, de Pontoise. Voilà. Voilà. Alors c'est un chimiste, hein, il a travaillé dans l'armement, dans les munitions, la poudre, enfin toutes sortes de choses qui intéressaient beaucoup, qui intéressaient évidemment les autorités militaires à l'époque. Et il s'agit en fait de sa correspondance avec les autorités militaires sur presque 40 ans. Des extraits de correspondance, mais voilà, un ensemble qui, j'espère, intéressera certains chercheurs. Voilà. Alors, ensuite, une autre typologie radicalement différente des fonds de famille ou des fonds d'individus, les archives d'associations. On va en trouver, je pense, à peu près une bonne vingtaine conservées ici, dans nos murs, 20, une trentaine même d'associations sont représentées dans ces fonds. Alors évidemment, le contenu de chacun de ces fonds, le contenu formel est a priori toujours le même. Les archives d'une association sont d'abord ses statuts, les procès-verbaux de réunion, assemblée générale, conseil, la correspondance, les dossiers d'activité qui sont spécifiques à la raison sociale de l'association, la documentation, la communication, les publications réalisées par l'association, etc., etc. Ensuite, le contenu intellectuel varie selon le domaine de l'association, le domaine d'activité de l'association. Donc on va trouver des associations liées à la question environnementale, très importante évidemment dans notre région, avec la problématique de l'urbanisation. Donc on a l'association des Amis du Vexin français, l'association Val d'Oise Environnement, l'association Pointe à la Ligne, qui elle va lutter et être vigilante sur l'extension des lignes à haute tension. Le domaine social ensuite, avec un exemple ici, celui de l'association départementale de la médaille de la famille française. On va trouver là-dedans, alors juste un tout petit fond, 20 cm linéaires. Mais dans ces 20 cm, on a 30 années d'activité, ce qui est très intéressant. Pour une association qui se donne pour but de confier, enfin de conseiller
l'administration dans le décernement de médailles à des femmes pour à des mères de famille, en fait, avec une pension à la clé, bien évidemment, enfin une rétribution à la clé, bien sûr. Donc voilà, des archives sur ce type d'activité avec la typologie classique. Mais là où c'est intéressant, en fait, l'intérêt du fonds réside en fait dans la correspondance, encore une fois, que les membres de l'association entretiennent avec les autorités et avec les acteurs, donc associations, institutions, etc., les acteurs sociaux du département. Correspondance qui va nous plonger en fait dans les débats autour de la question de la famille et la manière dont l'association, aux couleurs nettement conservatrices, ne nous le cachons pas, la manière dont l'association s'approprie ce concept de la famille à une époque, les années 2000 principalement, où on a toutes sortes de débats politiques et philosophiques autour du mariage homosexuel, de l'adoption, voilà, toutes sortes de... Il y en a aussi l'adoption pour couple homosexuel, évidemment, la réglementation de la contraception en pleine modification, etc. etc. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir comment un groupe social se positionne dans un contexte historique de débat assez dense. Voilà. Un troisième ensemble, après l'environnement et le social, c'est le culturel, au sens large. Ici, l'exemple de la section d'Hermont de la jeunesse préhistorique et géologique de France, c'est-à-dire une association d'archéologues. Donc vous n'êtes pas venu pour rien, on va quand même parler d'archéologie, juste 2 minutes. Vraiment 2 minutes. La section d'Hermont de cette jeunesse préhistorique elle a été fondée dans les années 60, en 65 précisément. Elle a été animée pendant 30 ans, 40 ans même, principalement par Gérard Ducœur, qui a décidé de faire don de ce fonds l'année passée. Donc un fonds très très intéressant pour qui s'intéresse à la pratique de l'archéologie, à la question archéologique au XXe siècle en Île-de-France, et tout principalement dans la vallée de Montmorency, puisqu'on va y trouver tous les dossiers de fouilles des innombrables chantiers de fouilles menés par cette association pendant toutes ces années, au gré des politiques d'urbanisation incessantes qui viennent, ces vagues de construction. Voilà. Donc l'architecture d'urgence, enfin de l'architecture de l'archéologie d'urgence menée par l'association principalement. Voilà. La culture toujours, alors rien à voir avec l'archéologie. Ici, on va trouver par exemple le fonds de la maison de la culture d'Hermont, donc même commune, même localité, mais un autre domaine complètement différent. La politique culturelle. Durant les années 70 aux années 90 principalement. Bon, bah, évidemment, c'est intéressant. On va y trouver des dossiers de manifestation en particulier qui viennent nourrir l'historien des pratiques culturelles, essentiellement, avec la documentation iconographique, comme ici des affiches, hein. À la fois un groupe de rock, on est dans les années 70, là, enfin même 80, pardon. Un groupe de rock versus un concerto pour flûte ou un quatuor pour flûte. Voilà. Voilà. Donc la question des archives associatives, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va arrêter là et on va parler maintenant d'une autre typologie singulière. Les archives des partis politiques et des syndicats. Elles sont traitées à part des associations parce que le statut juridique est différent. Donc on se doit de les traiter dans un autre ensemble. Très brièvement, parce que je regarde le temps qui est, ça va. Très brièvement, les archives des partis politiques aux archives du Val d'Oise, c'est un peu la portion congrue ici, hein. C'est le parent pauvre. Mais on a récupéré, il y a une trentaine d'années presque, au début des années 2000, on a récupéré les archives d'une femme politique du département, Marie-France Lecuir, peut-être que ce nom évoque quelque chose pour vous, qui nous a confié donc, ses archives personnelles de femmes politiques dans les années 2000. Et puis voilà, fin de l'histoire. Et puis depuis 2 ans, les archives départementales ont décidé de
se frotter à ce fond gigantesque, puisqu'il fait presque 50 mètres linéaires. Donc c'est vraiment important. Et puis, évidemment, donc il donne à voir la vie politique du département pendant 30 ans, parce que Marie-France Leclerc, elle aura fait 2 mandats de députée, puis avant ça, elle était conseillère départementale, et puis après ça, elle a continué à être conseillère municipale, qui maire de Daumont, etc., etc. Donc, un fonds évidemment intéressant, d'autant plus que c'est le seul qu'on ait ici. Donc, il nous est particulièrement précieux. Et puis, on découvre en fait en classant le fond que, en fait, voilà, il faut que je vienne sur Marie-France Leclerc, voilà, pour l'illustration. Et puis, en classant le fond, on découvre en fait que ce fond renferme d'autres fonds, d'autres ensembles documentaires. En l'occurrence, les archives d'une section du Parti socialiste auquel Marie-France Leclerc appartenait, mais qui est distinct de ses propres archives. Il s'agit des archives de ce parti politique, tout au moins de la section. Voilà. Donc ça se démultiplie. Voilà. Tout ça pour dire que, pour raconter qu'un fonds d'archives, c'est jamais monolithique et il faut toujours chercher à retrouver l'origine de sa production. Qui produit les documents? C'est ça qui définit ce qu'est un fonds d'archives privé. Alors là, en l'occurrence, le fonds de la section d'Hermont du Parti Socialiste, peut-être que j'ai des militants dans la salle, ou des anciens militants, je ne sais pas, mais en fait, on va y trouver là, durant les années, l'extrême fin des années 60 et les années 70, l'histoire d'un groupe de militants, pour la plupart issus de l'ancien PSU, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'histoire de ce groupe de militants qui, du PSU, vont être, de gré ou de force, invités à rejoindre les troupes du Parti Socialiste, le tout pour œuvrer à la victoire de François Mitterrand en 1981. Et ensuite, la déception de ces militants par rapport à la réalité du pouvoir. Voilà ce que racontent ces archives. Oui, en fait, ce sont les amis, ce sont des militants qui étaient dans l'ombre de Rocard. C'était les troupes de Rocard, en fait, toute la région là, tout ce qui est au nord de Conflans, en fait. Le PS est principalement, à l'époque en tout cas, constitué par des sympathisants ou des amis de Michel Rocard. Donc c'est ça, comme vous dites. Les archives cultuelles. Le régime des cultes en France, il est particulier historiquement. Je ne vais pas vous faire une conférence là, sur la question, mais sachez qu'ici, on conserve une sous-série d'archives privées, le 11J, qui rassemble en fait les archives des fabriques et des paroisses, qui relèvent du domaine privé depuis la loi de séparation de 1905. Donc on va trouver dans ces ensembles un peu disparates toutes sortes de documents autour de la gestion des paroisses, parfois sur l'expression du culte, comme avec cet exemple-là précisément, avec un livre des trépassés, où en fait c'est une confrérie, on appelle ça une confrérie en fait, qui a été fondée dans l'église, dans une paroisse de Magnan-Vexin, voilà, avec la liste des membres de cette confrérie. En fait, c'est un document comptable, parce qu'en fait, c'est la liste des gens qui payent, qui donnent pour contribuer au culte et à l'entretien de l'église. Voilà. On va trouver quelques antiphonaires, quelques documents je parlais de l'expression du culte, on a quand même quelques documents liés à la liturgie. Voilà, je vais y arriver. Voilà. La plupart des documents sont de la gestion, mais on a quand même quelques documents liés à la liturgie, des antiphonaires en particulier. Et puis l'actualité, c'est il y a 3 semaines, 4 semaines, un particulier, lecteur habituel, nous rapporte le registre de fabrique d'une paroisse, Saint-Martin-du-Tertre en l'occurrence, trouvé dans les poubelles, classique, registre de fabrique des années 1900 aux années 1960. Voilà, donc c'est pas rien, même si... Voilà.
Alors un dernier ensemble, je crois, oui, une dernière catégorie d'archives privées, les archives d'entreprise, les archives liées à l'activité économique du territoire. Alors là, c'est pareil, c'est comme les associations, ça parle dans tous les sens, hein. Environ 25 fonds relèvent de cette catégorie aux archives du Val d'Oise. Et sur ces 25 fonds, on a tous les secteurs d'activité, hein. Je ne vais pas m'apesantir sur tous, je vais juste m'arrêter avec vous sur celui-ci. Les archives de la ferme de Marly-la-Ville, c'est son nom, hein. Marly-la-Ville, c'est la commune, mais en l'occurrence, il y a une ferme qui porte ce nom-là. Il s'agit d'un fonds, donc d'une exploitation agricole spécialisée dans la culture industrielle de la betterave à sucre, donc du côté de Roissy, hein, de Marly-la-Ville. C'est une ferme céréalière traditionnelle qui est convertie en unité de production de matières premières pour fabriquer du sucre, hein. Une exploitation complètement intégrée au secteur de l'agroalimentaire française, hein, l'industrie du sucre en l'occurrence. Les propriétaires de cette ferme sont dans les conseils d'administration des grands groupes de l'agroalimentaire parisienne. Donc c'est intéressant parce que ces documents concernent à la fois la gestion des biens, c'est-à-dire le sol, les titres de propriété, les baux de location, etc., etc. Les archives du personnel, et notamment alors les registres de paye par exemple, mais surtout les registres de contrôle de la main-d'œuvre étrangère, très intéressant, sur presque un siècle. Vous pouvez voir toutes les vagues d'immigration successives qui viennent travailler en pays de France. Des premières vagues qui sont les Italiens jusqu'aux derniers que seront les populations maghrébines. Et puis les documents liés à la production, comme par exemple ces curieux cahiers parcellaires qui permettent d'évaluer, de prévoir la récolte selon la méthode que je ne vous expliquerai pas, du pied décamétrique, qui permet en fait de calculer, quand même juste un mot, ça permet de calculer en fait par individu le nombre de plans sur lesquels l'individu a travaillé, et ça permet d'évaluer, de pouvoir anticiper sa rétribution. Voilà. Voilà pour la question des archives d'entreprise. En fait, j'ai parlé du secteur primaire, l'agriculture, mais on va aussi quand même parler d'un deuxième secteur d'activité, puisqu'il est incontournable ici dans le Val d'Oise. Il s'agit évidemment des activités de l'urbanisme et de l'architecture, avec évidemment, entre autres, Cergy-Pontoise, la ville nouvelle. C'est vraiment un type d'archives très largement conservé ici. On a une dizaine de fonds d'architectes, dont la plupart ont travaillé sur Cergy-Pontoise. On a aussi des archives d'urbanistes. Je voulais... Alors non, c'est pas ça. Je voulais juste vous parler des archives de Bernard Hirsch, qui était directeur de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, à sa création dans les années 70. Qui était donc un ingénieur, hein, qui était chargé d'administrer la mise en place de la ville nouvelle. Et ces archives vont nous plonger donc au cœur de cette utopie, hein, de ce projet fou de créer une ville avec du travail et des loisirs pour tout le monde, à 30 km de Paris, mais au milieu de nulle part. Voilà. Donc on va y trouver toutes sortes de documents, de la correspondance, des rapports, des photographies complètement inédites. Voilà, quelque chose qui est vraiment... très, très, très intéressant, à tel point que c'est un fonds qui est très régulièrement consulté par les étudiants en architecture qui viennent travailler chez nous dans nos fonds. Voilà. En complément évidemment d'un fonds tel que celui de Bernard Hirsch, il faut évidemment consulter la dizaine de fonds, il faut avoir connaissance de l'existence de dizaines de fonds d'architectes qui ont collaboré donc à ce qu'est aujourd'hui la ville nouvelle. Voilà, donc j'en ai terminé sur la présentation des typologies. Il est 15h20, donc j'ai jusqu'à 15h30, j'ai encore 10 minutes, c'est ça. Donc je voulais m'arrêter sur quelques cas particuliers pour le plaisir des yeux, notamment autour des documents iconographiques, qui sont quand même... oui, il y a vraiment un réel plaisir. C'est une chance de travailler sur ce genre de documents ici, c'est sûr.
En prenant le cas des œuvres d'artistes, hein, qui sont, pour lesquelles on a une attention toute particulière dans notre politique d'acquisition. Euh, Rien qu'en 2023, hein, c'est juste l'année sur laquelle on va rester. Je vais vous présenter très brièvement différents ensembles d'œuvres d'artistes qu'on a acquis. On va commencer par les dessins d'Adolphe d'Astrel qui est donc originaire, enfin qui vit à Pontoise, sous le Second Empire et au début de la Troisième République. Voilà. Qui va réaliser des dizaines de dessins qui sont pour la plupart lithographiés par la suite, qui représentent des vues de Pontoise, mais pas seulement, hein, l'ensemble du Val d'Oise. On a Argenteuil, le lac d'Enghien, la vallée de Montmorency, etc., etc. Bon, bref, un ensemble qui avait été décrit par Françoise Varro et Paul Mathieu dans un bulletin de la Chapeau, et qui, cet ensemble iconographique, apporte vraiment un regard très coloré sur ce qu'était le Val d'Oise juste avant la phase de déferlement urbain et industriel que le Val d'Oise connaîtra par la suite. Voilà. Ensuite, les dessins de Pierre Cuvillier, qui était un architecte qui a travaillé, entre autres, il se spécialisait dans la réalisation de demeures néo-gothiques dans tout le bassin parisien. Donc il avait un vaste marché. Il a travaillé, entre autres, à Montmorency pour Léopold C, qui était un banquier et qui était commanditaire de ce château, qui sera en fait, qui est connu sous le nom de château de Dino et qui a été tout récemment classé ou inscrit, je ne sais plus, sur la liste des monuments. Il a été classé au titre des monuments historiques. Voilà. Donc là, il s'agit d'un projet. Je ne sais pas ce qui aurait été réalisé, mais en tout cas, c'est un projet du château de Dino. Voilà. Les dessins, avec ici une partie du dessin d'Adolphe Maugendre, à Neuville-sur-Oise. Il s'agit du pavillon d'amour du château, du domaine de Neuville, qui est librement, qui est visitable pour le public aujourd'hui. Donc vous connaissez certainement. Maugendre, il se spécialise en fait sur la représentation très réaliste. Hein. C'est un artiste qui est bien dans son époque. Parce qu'en fait, il figure un édifice qui est réservé à l'élite, très clairement. Un pavillon d'amour, c'est dans un parc domanial, réservé aux propriétaires ou à ses amis, pour flâner, pour flirter. Voilà, bref, on est à des années-lumière du travail. Et Maugendre, qu'est-ce qu'il fait? Devant ce pavillon d'amour, il va installer des lavandières qui sont en train de travailler. Voilà. Donc c'est vraiment typique de son style. Et c'est intéressant d'avoir des œuvres de cet artiste. C'est les premières qu'on ait ici. Il a travaillé plusieurs années à Neuville. Il était hébergé à Neuville, donc on sait qu'il a produit un certain nombre de dessins. On n'en connaît qu'un aujourd'hui, c'est celui-ci. Jules Lebas. 200 dessins à l'encre, parfois aquarellés, dans un registre, acquis auprès d'un libraire de Rouen. Jules Lebas, c'est donc l'architecte de la ville de Pontoise pendant une quarantaine d'années, jusqu'avant la guerre de 14. Et donc il a réalisé des centaines de croquis de Pontoise, avec son œil d'urbaniste, d'architecte. Il n'est pas spécialement doué artistiquement, mais au moins, ces dessins ont le mérite de présenter des vues de lieux, ou de bâtiments qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Ce qui n'est pas le cas ici de l'abbaye de la Grange de Maubuisson, parce que c'est un classique, mais voilà. Sachez que le registre en question comporte des tas de vues complètement inédites de Pontoise. Très brièvement, le château de Soisy. Alors tout l'intérêt de chasser ce genre de documents, c'est que ça documente des bâtiments, des édifices qui ont disparu. Hein. C'est le cas ici du château de Soisy. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais à l'image de ses derniers propriétaires, c'est un lent déclin. D'abord, les propriétaires vont disparaître, hein, les parents couper la tête sur l'échafaud, et puis les enfants fous, tout au moins, comment on dit,
déclaré incapable, quoi. Donc c'est la tante qui était religieuse qui a récupéré le domaine et qui l'a vendu à des lotisseurs, et donc le château a complètement disparu. Voilà. Ici on a une vue du château tel qu'il était en 1820, d'après un dessin réalisé dans les années 70, à l'époque où le château déjà n'existe plus. Alors un exemple particulier, un document acquis aux enchères par préemption, pardon. Merci. Par préemption, sinon il nous file entre les doigts, c'était certain. Une dizaine de fixés sous verre, c'est-à-dire qu'on a une peinture qui est réalisée à l'intérieur d'un verre, en forme de globe, pour donner un effet de relief. Donc là, la technique est plutôt rare. Le contenu est encore plus rare puisqu'il présente des vues de l'abbaye du Val, abbaye qui aujourd'hui a grande partie disparue. Et donc ce sont des vues de l'abbaye juste avant son déclin matériel, physique. Donc à l'époque où l'abbaye appartenait à Regnault de Saint-Jean-d'Angely, qui était donc un des principaux collaborateurs de Napoléon sous l'Empire. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, on en reparlera bientôt peut-être. Samuel Grimm, qui lui est un artiste suisse qui fera fortune à Londres à la fin du siècle des Lumières, mais qui se sera arrêté quelques mois à Paris et sera invité au château de Montmorency, où il va effectuer quelques croquis, dont ce dessin, qui présente une vue animée du parc de Montmorency en 1766, donc soit juste quelques années après le passage de Rousseau. Voilà. Et puis pour finir, un document un peu particulier, une scène de genre intitulée Les Parisiennes à Montmorency, qui représente donc deux jeunes femmes en train de faire de la balançoire. Donc la thématique de la balançoire, elle est classique au XVIIIe siècle, chez Watteau, Fragonard. Ici, l'auteur Pierre Lebout de La Mésangère, qui est donc un éditeur d'ouvrages de mode, qui diffuse vraiment avec un gros tirage, fait réaliser des gravures lithographiées à divers artistes parisiens, comme celle-ci, et puis ça lui permet de diffuser la mode du jour, mais aussi de glisser un message. Le message, là, c'est que la jeune fille, qui fait de la balançoire, elle a quand même les jupes relevées et on lui voit ses chevilles. Donc il y a une connotation, un début de connotation érotique, on dira. Et puis sa compagne, elle cueille les fruits, évidemment ce sont des cerises, on est à Montmorency, et elle cueille les fruits, et le fruit est rouge, et elle le porte à ses lèvres qui sont rouges. Enfin voilà, il y a tout un message, une charge sensuelle qui évidemment est réalisée ici pour complaire au public demandeur. Voilà. Alors, après les œuvres d'artistes, une thématique singulière d'actualité, évidemment, le sport. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la collecte qui a été organisée par Anthony de Guilly ici. La collecte a donné lieu à un certain nombre de dons de documents isolés, d'objets isolés, qui ont servi et qui sont exposés dans l'exposition sous forme de prêts. Et quelques-uns nous ont été donnés, et on a aussi récupéré des fonds d'archives, comme par exemple le fonds du PAC, le Pontoise Athletic Club, qui est un club historique, historique au sens où il est très ancien, il a été fondé dans les années 60. Voilà, et je ne sais pas s'il y a des Pontoisiens dans l'Assemblée, mais moi j'ai compris que le fameux, comment on appelle ça, la course de fond. Ouais, voilà, merci. Le marathon de Pontoise, c'est une date dans l'année importante et qui était donc organisée par ce club. Voilà.
Donc ce fonds d'archives comprend les archives classiques d'associations, hein, des procès-verbaux de réunions, des coupures de presse, mais surtout des centaines de photographies qui documentent sur les pratiques sportives des Pontoisiens pendant une trentaine d'années. Voilà. On a même retrouvé une avec Alain Richard, que vous connaissez tous, je ne vais pas vous le présenter. Alain Richard qui court. Voilà. Parce que la difficulté de ces photos, c'est qu'il n'y en a quasiment aucune de légendée. Donc ça va être assez compliqué à valoriser, quoi. Bon, voilà, donc je vais passer très brièvement sur le sport. J'avais prévu de vous parler de différents types de documents qu'on pouvait avoir. Je veux aussi juste évoquer avec vous d'autres typologies particulières. Tout d'abord, les autographes, qui sont des pièces isolées. Nous sommes vigilants à l'acquisition de certaines pièces autographes, surtout quand elles sont LAS, c'est-à-dire lettres autographes signées de personnalités publiques, historiques, qui ont marqué à un moment donné le territoire. Ici, 4 exemples. La première, c'est la lettre parcheminée signée, donc c'est une pièce autographe, hein, c'est pas une lettre. C'est une pièce autographe signée par Louis-Armand de Bourbon-Conti, qui était seigneur de l'Isle-Adam, qui est... en fait, ce personnage est complètement invisible dans nos collections, et même d'ailleurs dans l'historiographie, puisqu'il a régné assez peu de temps sur l'Isle-Adam, parce qu'il est mort jeune de maladie, et il est donc complètement ignoré par les historiens. Et le fait pour nous, archives départementales, d'acquérir une pièce de ce personnage et de pouvoir la mettre en valeur et de porter à la connaissance des chercheurs son existence, c'est important. Ça permet de réécrire l'histoire à un moment donné. Voilà. Bon, les autres exemples sont des personnages maintenant bien plus connus. Vous avez en haut la Cépède, qui était donc le patron de la Légion d'honneur, hein, et qui donc dirigeait à ce titre l'établissement des Coins, avec une lettre qu'on a achetée, un échange avec le chimiste Vauquelin autour de l'analyse des eaux de la Seine et des eaux courantes autour des Coins, pour la consommation des locataires du château des Coins. Un autre exemple, le général de Bernonville, qui lui est propriétaire du château de Balincourt, je crois, et qui écrit à un correspondant non identifié, qui lui écrit son projet d'acheter une chapelle à proximité de son domaine. Voilà. Et puis le dernier exemple, c'est le général Corbineau, qui lui était installé sur... je n'ai plus en tête le nom de la commune. Je crois que c'est Champagne-sur-Oise. Voilà, donc Corbineau, c'est un maréchal... Enfin non, il n'est pas maréchal du tout, mais il est comte d'Empire et il sera maire de Champagne pendant des années à la suite de l'Empire. Voilà, c'est le héros de Wagram et de la Bérésina. Bon, c'est une des innombrables gloires de l'Empire. À chaque fois, on dit que c'est une gloire, mais en fait, ils sont tous gloires de l'Empire. On est d'accord ? Bon, en tout cas, Corbineau, c'est aussi un local. Et on a récupéré une pièce autographe, la signature une pièce comptable avec sa signature, voilà, lors de la campagne de France en préparation, en 1814. Voilà. Ensuite, les affiches. Alors, les affiches aussi, on est très vigilant. Beaucoup plus vigilant sur les affiches que les autographes. Parce que les affiches, c'est visuel, donc c'est plus vendeur. Ce sont des documents d'exception parce qu'ils sont rares. Ils sont rares parce que même si à l'époque de leur production, c'était un gros tirage parce que largement diffusé sur tous les murs du territoire, il n'en reste que très peu aujourd'hui sur le marché parce que celles qui ont été utilisées ont été a priori détruites et les seules qui restent sur le marché, c'est celles qui avaient été préservées de leur emploi. Elles sont très fragiles, ces affiches, parce qu'elles sont réalisées avec du papier de mauvaise qualité, bien souvent. Et donc, tout cela est très cher, parce que c'est rare. Et en plus, ce sont des documents de grand format, donc plus c'est grand, plus c'est cher. Bon, bref. Et puis ici, dernier point, c'est aussi très souvent réalisé par des illustrateurs de qualité.
les artistes. Donc forcément, ça renforce encore le prix. Ce qui ne nous empêche pas d'être friands de ce genre d'acquisition. Alors, deux types d'affiches. Les affiches de manifestations, évidemment manifestations locales. Ici, les affiches d'une société de patronage, l'Étoile de Saint-Leu, avec son bal annuel, organisé en collaboration avec les Dynamic Boys. Le Festival des clowns du cirque d'Anguin, festival qui n'existe plus, je crois. Alors ça ne s'invente pas, hein. Vous avez le Festival des clowns du cirque la veille du 10 mai 81, c'est-à-dire la veille de l'élection présidentielle. Je ne sais pas s'il y avait un message de la part des organisateurs, mais je pense que c'est plus une coïncidence. Ça existe toujours ? Non, après c'était certainement lié au casino, en l'occurrence, là. Mais je ne sais pas, après, je n'ai pas documenté l'histoire de ce festival. Voilà, et après les manifestations, les affiches les affiches commerciales, les affiches publicitaires. Bon, on en conserve un certain nombre d'affiches d'entreprises, de produits phares de l'économie locale. La liqueur Garnier, ici, fabriquée à Enghien-les-Bains, avec une affiche artistique réalisée par... comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, par Eugène Grasset, qui est donc un artiste art nouveau classique, un des piliers de l'art nouveau sur Paris, sur la place de Paris. Et il est très connu, Grasset, parce que vous savez, c'est lui qui a inventé qui a dessiné le logo, le Larousse, je sais, Matouvent, que vous voyez sur les dictionnaires. Voilà. Donc voilà. Ici, une petite scène d'une jeune femme qui ramasse des abricots, hein, on peut supposer. Voilà. Et ça évoque évidemment la scène du jardin des Hespérides. Voilà. Dans un style un peu plus réaliste, mais non moins très très classique, une publicité pour la station d'Enghien. Donc ça fait partie des très nombreuses publicités, des très nombreuses affiches publicitaires éditées par les compagnies ferroviaires que vous trouvez partout en France. Voilà. Puis un dernier exemple d'affiche, beaucoup plus contemporain, les années 70, avec une affiche plutôt psychédélique, réalisée par Philippe Fauré, qui est un artiste, un affichiste qui a beaucoup travaillé avec Air France notamment. Voilà, qui présente donc deux visages de femmes très colorés, enfin on est vraiment dans le psychédélisme des années 70, pour un commerce de vêtements sur Argenteuil. Voilà, donc j'en ai quasiment terminé. Je voulais juste évoquer le troisième A après les autographes et les affiches, c'est l'audiovisuel. Une spécificité typologique évidemment, mais qui concerne très largement le monde privé, quand on parle notamment des films amateurs. Alors les archives départementales conservent quelques fonds audiovisuels, des fonds de... Bon, notamment des fonds privés d'amateurs, des films d'amateurs. Alors, deux exemples. Ici, des archives qui nous viennent d'une association qui s'appelle Mémoire des Rani, et qui a passé quelques années à collecter de la documentation sur l'histoire du village, et notamment des films. Donc on a récupéré ces films, et on les a évidemment intégrés à nos collections. Je vais vous en montrer un petit exemple. Je voulais vous présenter une fête communale avec les manèges, mais vous ne l'aurez pas. Vous aurez par contre beaucoup plus récent. On était dans les années 50. Ici, le deuxième exemple, c'est des films d'une personne privée, en l'occurrence un certain monsieur Alverny, qui était instituteur dans une commune du Vexin, à Nucourt, et qui a filmé la vie culturelle et scolaire de Nucourt pendant une vingtaine d'années, années 70-80 principalement. Ici, une fête, une manifestation sportive dans les années 70. Et puis un peu plus loin, voilà, ça c'est intéressant, parce que je pense que ce sont des images qu'on aurait du mal à voir aujourd'hui. Vous avez ici le préfet de l'époque,
préfet de Pontoise, hein, préfet du Val d'Oise, qui se rend donc à une fête foraine sur Nucourt avec sa cigarette et ses lunettes et qui va tirer à la carabine de manière complètement naturelle avec ses compagnons. Voilà. Puis ensuite, on termine avec les danses traditionnelles. Enfin bon, voilà, des images d'un autre temps, comme on dirait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la spécificité des archives audiovisuelles, hein, du film. Les archives filmiques, évidemment. C'est un secteur sur lequel on essaye de s'ouvrir de plus en plus. On a participé à une collecte avec une association il y a 2 ans. Ça a donné lieu à la collecte de ce genre de film. Voilà. Mais on espère passer à la vitesse supérieure et pouvoir engranger encore un peu plus de documents parce que on sait qu'il en reste, enfin il y en a partout chez tous les gens, tout le monde a des films en fait, donc il est clair que parmi cet énorme corpus de documents filmiques, il y a des pépites qui mériteraient d'être conservées. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Au terme de cette présentation, j'espère que vous aurez une meilleure idée de la variété et de la richesse des fonds privés conservés aux archives départementales. Je vous invite à consulter sans limite, si vous ne le faites pas déjà, le site des archives qui va prolonger très largement mes propos. En consultant notamment ces diverses ressources, ressources éditoriales, enfin les articles sur des thématiques particulières. Voilà. J'espère en tout cas que j'aurai accroché avec ce sujet et que peut-être ça suscitera en vous une curiosité qui vous fera franchir les portes de la salle. En tout cas, on est à votre disposition avec Anthony sur tout supplément d'information. Voilà, merci. Ouais, ça marche. Merci pour cette présentation. Effectivement, ça a été, enfin, pour moi en tout cas, très intéressant et était très clair. Et une première question. L'ensemble des archives que vous avez ici dans le Val d'Oise, ça représente combien de mètres cubes de linéaire? Enfin, je ne sais pas, parce que vous nous parlez que vous avez beaucoup de choses, mais vous stockez ça où? Au total, on a, alors je crois, non, mais à peu près, 26 km, 27 km linéaires de documents au total, conservés ici, dans ce bâtiment, et dans 2 autres bâtiments annexes. Ma deuxième question, c'est par rapport à tout ce que vous avez, quelle est la part que vous avez déjà, je trouve plus mon mot, numérisé, et sur quoi vous numérisez? Est-ce que vous numérisez sur des fiches, des microfiches, sur des disques? Est-ce que vous avez une librairie informatique? Comment ça se passe? Alors oui, on a une librairie informatique, c'est notre site internet qui permet de consulter l'ensemble des ressources numérisées. Ces ressources numérisées, c'est vraiment la goutte d'eau dans le pot des collections. En termes de pourcentage, je ne sais pas ce qui est numérisé, mais c'est sur les 26 km, je ne sais pas, il y a peut-être, j'allais dire, 1%, quoi, ah oui, d'accord, qui est numérisé. Par contre, ce qui est numérisé, ce sont les catégories de documents qui sont les priori les plus consultés. À commencer par l'état civil, les archives, les cartes postales, les archives de l'enregistrement, le cadastre, bien sûr, le cadastre, les plans et les matrices cadastrales. Voilà, et année après année, campagne après campagne, le corpus de numérisé grandit. D'accord. Voilà. La presse ancienne, toute la presse ancienne, conservée, enfin quasiment éditée dans le Val d'Oise depuis les années 1800, on va dire, jusqu'aux années 1940, est numérisée et consultable, recherchable en OCR. C'est-à-dire que vous pouvez taper un mot et retrouver ce mot-là dans les... Voilà. Et comment vous traitez l'obsolescence de ce qui est numérisé? Parce qu'on sait très bien que c'est pas éternel, quel que soit le support utilisé.
Et soit parce que les formats, au bout de 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ne sont plus les mêmes et on n'a plus les logiciels qui les lisent, soit parce que le support lui-même s'est dégradé. Donc comment vous traitez ça d'une manière générale, quoi? Merci. La recette par rapport à la non-pérennité des supports, c'est la migration des données sur des supports qui sont, eux, pérennes au fur et à mesure des générations de supports. On a commencé, j'étais pas là moi, puis après je suis pas spécialisé dans cette maison sur ces questions-là, mais on a dû commencer la numérisation ici avec les données stockées sur du CD. 110 ans du CD, à l'époque c'était CD Gold, donc c'était vendu comme une pérennité de 100 années. Puis en fait on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et donc aujourd'hui ces données elles ont migré sur des serveurs qui eux sont a priori plus pérennes, tout au moins. Voilà. Et puis voilà, sans arrêt. En fait c'est ça, c'est qu'on fait faire des sauts de puce aux documents. D'un format à l'autre, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui est inventée et qui semble meilleure que la précédente, hop, on fait migrer et on essaye d'être au plus proche de la technologie pour transporter nos archives avec nous et faire en sorte que justement on ne se retrouve pas acculé avec des monceaux d'archives numérisées qui ne servent plus à rien, même pas à nous. Donc on les fait migrer, on les transporte d'un format à l'autre, d'un CD, d'une disquette, puis sur un CD, puis sur Internet, dans le fameux cloud, etc. Enfin, voilà. Je vous rends le micro. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de format, il y a différents formats. Il y a le format physique, que ce soit une disquette, un disque dur, une cassette, etc. Et puis il y a le format d'enregistrement. Ce qui fait que souvent ce qui se passe en informatique, que ce n'est pas votre cas particulier, c'est d'une manière générale, c'est que quand on a une base de données qu'on a créée il y a 30 ans, aujourd'hui, souvent, on ne sait plus la relire, la base de données. Mais ça ne dépend pas du support physique, ça dépend de la manière dont ça a été enregistré sur le support. Et ça, c'est un gros problème, mais d'une manière générale, pas que pour les archives. Alors, ça aussi, effectivement, on s'en méfie, puisqu'on a été impacté, forcément, puisque les archives qu'on collecte, et on ne pouvait pas parler de tout, là, on vous a parlé de 26 km d'archives papier, mais évidemment, nous avons aussi les collectes d'archives nativement électroniques, qui occupe des terras. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, mais on collecte aussi activement les archives électroniques. Donc, on a des bases de données qui ont été collectées et qu'il faut conserver de manière... Là aussi, en fait, on fait migrer les formats. Il y a eu pendant tout un moment, c'était le PDF qui l'emportait. Maintenant, il y a d'autres... malheureusement, ni Sébastien ni moi ne sommes les spécialistes de la maison. On a un autre collègue deux autres collègues qui sont plus spécialistes et désolé, ils sont occupés à d'autres tâches, mais c'est quelque chose... bien sûr. Oui, très anciennes ou très récentes, mais qui doivent devenir très anciennes à un moment. Et on a cette vigilance, effectivement. Alors, une autre question. Est-ce que les archives de l'administration, par exemple la préfecture, sont stockées ici ? Oui, tout à fait. Elles sont destinées à venir finir leur jour ici, tout au moins celles qui sont décrétées comme historiques, et donc qui seront conservées indéfiniment. Voilà, évidemment. Pour la préfecture, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. On préarchive pour le département, pour le conseil départemental, mais pour la préf, je ne sais rien, je ne sais pas. Encore une fois, on est sur les archives publiques, donc c'est pas notre ressort. Mais oui, évidemment, c'est d'abord et avant tout les archives de la préfecture qui nourrissent les fonds publics ici. À l'origine, c'est ça. Ensuite, le département a pris de plus en plus d'importance avec la décentralisation, mais à l'origine, c'est les archives des administrations déconcentrées.
et de certains services déconcentrés de l'État, dont fait partie la préfecture. Donc c'est un de nos gros chantiers. Alors c'est un gros volume, c'est des gens qui en fait ne font pas partie enfin pour eux ne font pas partie du département. C'est la préfecture, pour eux ils regardent plus du côté de l'État que du côté du département. Donc c'est des relations qu'il faut sans arrêt renouer de manière à ce que bien sûr qu'ils nous versent bien leurs documents comme il faut, de manière à conserver tout bien que pour les générations futures. Il y a des tas de choses sur l'urbanisme, entre autres. Alors là aussi, je suis désolée, c'est encore nos copains qui s'en occupent. Donc, mais oui, les fonds de la préfecture font partie des fonds les plus riches, mais en tout cas les plus intéressants sur l'histoire du département. Heureusement qu'ils sont là pour compléter ce qu'on peut capter au niveau du conseil départemental. Du Val d'Oise, mais quand il s'agit d'archives d'autres départements, est-ce qu'il y a vous prenez d'archives d'autres départements? Alors, surtout si elles sont d'intérêt général. Hein. Bon, je repense à des documents sur la guerre de 14, etc. Donc, pas propre au Val d'Oise, ni à n'importe quel autre département. Mais donc, avoir des archives comme ça qui ne sont pas en fait originaires du Val d'Oise, on en fait quoi? Alors, c'est une très bonne question. C'est la question de la sélection. Oui. L'évaluation, l'intérêt pour la collectivité valdoisienne de conserver des archives qui ne la concernent pas directement. Mais malgré tout, ça vaut la peine d'y réfléchir. Comme à chaque fois, c'est au cas par cas. On étudie toute proposition. Il nous arrive de faire rentrer des documents. Alors, je vais vous donner un exemple. Les archives d'architectes de Cergy, d'architectes d'intérieur et d'artistes de Cergy contemporains, donc des années 70, 80, 90 sur Cergy, un couple d'architectes dont les enfants souhaitent nous donner les archives parce qu'elles concernent Cergy-Pontoise d'abord et ensuite de très nombreux chantiers de construction sur le Val d'Oise. Donc on prend, évidemment, c'est précieux. Mais ça aussi, ça concerne l'aménagement intérieur, la déco de l'ambassade de France à Moscou, la déco de la mairie de Saint-Étienne et également de salles de réception à l'Assemblée nationale à Paris. Donc là, on n'est plus du tout sur le territoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, on va tout prendre parce qu'on veut avoir l'ensemble de la production de ce producteur, de ce couple d'architectes, parce que c'est intéressant pour l'historien de l'architecture d'avoir un corpus complet. Hein, voilà. Donc on va évidemment appliquer le principe du respect du fonds. On conserve un fonds organique, encore une fois, c'est un corps, dans son intégralité. On ne va pas lui enlever un bras. Voilà. Alors, c'est-à-dire que garder les originaux. Ah, on garde tout. Les originaux, oui, bien sûr. On conserve que les originaux ici. Oui. Et comment, éventuellement, la famille, mais bon, on ne peut pas accumuler, peut avoir accès à ces originaux Il suffit de se présenter à un salle de lecture et de consulter les documents. On a un accord, une tractation avec le remettant, en l'occurrence la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous autorisez la consultation des documents? Oui, non, selon quelles conditions? Voilà. Tout ça, c'est évidemment négocié en amont. Nous, notre ligne de mire, c'est la simplicité pour le public, quoi. Pour le point final, c'est la consultation. Donc il faut que ce soit ouvert le plus largement possible. On ne va pas prendre un fonds si c'est pour dire qu'il ne sera pas consultable avant 150 ans, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Alors, et je complète la réponse de mon collègue pour les archives, par exemple, qui concernent plusieurs départements. On va prévenir nos collègues de ce fonds en disant voilà, on vient de capter ce fonds-là, ça concerne tout ça, vous êtes concernés parce qu'il y a ces dossiers-là. Voilà, donc sachez-le. Si vous avez besoin de consulter, on s'échange les informations. Et voilà, on pourra renvoyer aussi les gens vers vous. Donc comme ça, on est tous au courant. On a cette chance entre archivistes de fonctionner en réseau. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question?
Eh bien, écoute. Alors, si, ça peut arriver. Bien sûr, si. Ah non, par contre, on ne vend pas. On n'est pas encore comme des bibliothèques. Mais, oui, on échange entre départements ou même ça nous arrive quand on est dans le cadre de remettants, de personnes qui viennent nous dire voilà, moi j'ai des archives qui concernent la ville de Pontoise, la course, je ne sais pas quoi, le marathon, etc. Et que nous, on a déjà beaucoup de choses dessus. On va appeler les archives municipales en disant ben voilà, on a un remettant qui aimerait bien verser ces documents. On pense que ça peut vous intéresser. Ah oui, beaucoup. Oui, super. Et hop, on envoie la personne s'adresser aux archives municipales ou à d'autres archives départementales. On essaye de faire en sorte que les documents trouvent toujours une maison où arriver. Oui. Et ça nous arrive de recevoir au courrier une enveloppe plus ou moins épaisse et bonjour, on est les archives de la Drôme. Voilà, quelqu'un nous a remis un fond de carte postale. Dedans, il y en a 25 qui concernent le Val d'Oise. On vous les envoie. Voilà. Et puis alors, ça vient compléter la collection ou pas. Et voilà. Et puis nous-mêmes, on envoie des documents à d'autres centres d'archives de manière à toujours dans l'idée de compléter des collections. Oui. Je parle de philatélie. Bon, c'est peut-être une diversion, quoi. Non, mais bon, non, c'est une question marginale. Ça reste de la documentation écrite ou figurée, donc ça peut fréquemment se retrouver dans des fonds d'archives privés, dans des fonds de famille ou d'individus. Personnellement, j'en ai pas trouvé ici de collection de timbres, donc voilà, j'en connais. Ici, je sais pas, je crois pas qu'il y en ait dans les collections. Par contre, on a, non, c'est pas vraiment des timbres en fait. On a des timbres, si, on doit avoir des timbres ici ou là, des timbres de consommation, de rationnement. Voilà, mais bon, c'est pas c'est pas ce qui vous intéresse, j'ai bien compris. Ouais, voilà, des tickets sous forme de des coupons, là, vous découpez les coupons. Voilà. Alors, ça, on en a beaucoup de ça. Il y a pour les campagnes de vaccination, où dans ce cas-là, on aura la mention que c'est le département de Seine-et-Oise à l'époque, ou la ville X ou Y du Val d'Oise qui mène cette campagne de vaccination et qui édite donc des timbres. À ce moment-là, on pourrait imaginer que la Poste ait créé une collection de timbres sur les oiseaux du Val d'Oise ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu la retrouver dans un fonds privé. Je pense à Negrini qui collectionnait beaucoup des choses diverses et variées. Donc, c'est pas impossible. On a vraiment des objets, on a même des objets d'ailleurs dans les fonds privés. Une petite collection d'objets, on est aux alentours de presque 90 objets, je crois, en tout maintenant. Pardon ? Alors, des médailles sportives, là, évidemment, on en a acheté beaucoup. On a aussi, vous savez, des objets qui sont fabriqués par le département du Val d'Oise, la petite peluche pour célébrer, par exemple, les Jeux Olympiques, mais spécial Val d'Oise. Des pins, à l'époque, on en a plusieurs. Et puis, on va avoir des objets, je te laisse décrire le fond mauvais. Alors, le fond mauvais, qui n'est pas si mauvais que ça, du coup, parce que... Une trentaine d'objets sont venus enrichir la collection d'objets, là. Des objets du front de 14-18, de ce fameux poilu dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jules Mauvais. Donc on a sa gourde, sa cuvette en tissu, là, en tissu plastifié. C'est comme un calot. Mais en fait, c'est une cuvette pour... C'est de la toile cirée, en fait. Voilà, cherchez le terme. C'est de l'espèce de toile cirée, je sais pas, voilà. C'est un musicien, donc des instruments de musique. Et il était infirmier aussi, donc il y a son brassard d'infirmier. Il y a tout son attirail d'infirmier, donc effectivement, ses brassards, ses objets d'intervention, sa trousse, etc. Voilà. Et puis même un objet dont je n'ai pas connaissance de l'usage, je ne sais pas du tout à quoi il sert.
vous non plus de toute façon, parce que voilà, on ne sait pas, on sèche, voilà. Donc ces objets, la collection des objets dont parle Anthony, va être faire l'objet d'une campagne de photographie et sera mise en ligne. Donc le cas de l'objet mystère, là, l'objet quiz, on le soumettra certainement à l'attention, à la connaissance du public pour qu'il nous aide à identifier ce genre d'objets. Voilà. Les derniers objets qui sont rentrés dans les collections sont 2 drapeaux récupérés à Valmondois, un drapeau américain et un drapeau allemand de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le drapeau allemand étant, c'est ce qu'on nous a rapporté, suspendu sur la façade de la mairie de Valmondois pendant l'occupation, ou à certains moments de l'occupation. Voilà. Et décroché après le départ des Allemands à l'été 1944. Voilà. Alors, la collecte d'objets n'est pas une de nos priorités, on n'est pas un musée, mais quand ça vient enrichir un fonds d'archives, dans ce cas-là, on va prendre les objets avec. Mais on n'a pas la place, vous comprenez bien qu'avec 27 km, on n'a absolument pas la place de conserver les objets, sauf donc dans les cas précis. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir avoir les deux côtés. Et l'objet est sympathique aussi à regarder. Dans les fonds publics, on a récupéré des objets, vous parliez des fonds publics pour faire la passerelle, on a récupéré par exemple dans les fonds, dans les juridictions, on a récupéré des objets de, comment on appelle ça, des pièces à conviction, voilà, hein, dans des procès d'assises, des tessons de bouteilles ou de verre cassés suite à une rixe, un combat, un marteau, je crois, ou une serpe, enfin les choses un peu plus gore, quoi. Voilà. Et puis aussi le matériel pour prendre les empreintes digitales à l'époque. Voilà. Donc ça a fait l'objet d'une publication sur notre page Facebook. C'était des beaux objets qui datent des années 60, je pense. Voilà, donc c'est des petites curiosités qu'on peut trouver au hasard des archives. J'ai travaillé dans un autre centre d'archives qui, dans le Maine-et-Loire, les archives départementales du Maine-et-Loire, et qui avait été assez content et amusé de me montrer un de leurs objets qui était un soutien-gorge. Parce que la maison, alors j'ai peur de dire des bêtises, je ne sais pas si c'est Playtex, enfin, une grande marque de lingerie française, avait ses usines de fabrication en Maine-et-Loire. Donc ils avaient conservé un des prototypes. Voilà, donc c'était un objet d'archive, ça m'avait beaucoup fait rire, j'étais étudiante à l'époque. Voilà. Et bien si c'est terminé, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci à vous pour votre attention.